Que je cherchais. Ok, merci beaucoup. Mais au-delà de tout, il va falloir que les gens comprennent que il n'y a pas une justice parfaite, mais il faut toujours continuer par poser les bases réelles pour qu'il y ait la réconciliation dans ce pays. Merci beaucoup. Nous allons toujours être avec l'Afrique et parler du Gabon où le président Ali Bongo qui avait fait un AVC en Arabie Saoudite et puis est reparti vers le Maroc pour la convalescence, a finalement débarqué en catimini. En catimini, en Côte d'Ivoire, pas dit en Côte d'Ivoire, et au Gabon, à Libreville. Et puis, dans un fauteuil roulant, parce qu'il n'arrivait pas à se tenir debout, et qu'il a assisté à la prestation des serments de ses ministres. Et qu'en dites-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un président malade en Afrique? Quelle est la solution à faire? Et à qui prend la parole? Oui, ok, Zep. Oui. Le Gabon, à l'instar des pays francophones, sont toujours des curiosités. Un président qui a eu un AVC. C'est-à-dire un accident vasculaire cardiaque. C'est ce que nous appelons ici tension. Attention. Les. Voilà. Accident vasculaire cérébral. Cérébral. Et cérébral. Cérébral, AVC. Ouais. La cellule de communication nous dit qu'il est fatigué. Oui. D'abord, il y a un mensonge d'État. 2. On quitte Riyad, on arrive au Maroc. Il y a des balais entre le Libreville, Paris, Casa, mais pendant tout ce temps, moi j'ai eu une vidéo qui date de 48 heures. C'est conseiller de Mélenchon en France. Ouais, la France insoumise. La France insoumise qui dit que Ali Bongo est mort le 27 octobre 2018. Bon. Alors on va finir. Ouais. Mais la vidéo de la prestation de son gouvernement, c'est vrai, je suis de l'informatique. Nous pouvons poser quelqu'un ici, comme ça, et travailler sa voix. Nous pouvons le faire. Et oui, il y a des softs pour ça. Et quand le monsieur a démontré par A plus B que ce n'est pas Ali Bongo qui parlait, ce sont des mimiques. Parce qu'on le faisait souvent pour certains présidents. Mais je vais vous envoyer la vidéo. Ouais. Mais quand vous voyez bien le comportement d'Ali Bongo, sa main gauche qui ne bouge pas. Ne bouge presque pas. Et son œil gauche est presque voilà. Fixe. Mais le son vient. Non. Alors que un homme, un chef d'État de sa trempe, mais nous avons quand même des comportements. Et surtout, on a même comparé dans cette vidéo-là la première présentation qui a été faite, l'ancien gouverneur qui a été organisé. Mais on voit le comportement d'Ali, même si diminué, ce n'était pas ça. Tout ça, c'est un montage. Qui ont assisté à cette prestation Ouais. Ce sont seulement les membres du gouvernement. Oui. Ouais. De son parti. À ce jour, moi j'ai des cousins et des cousines qui sont à Libreville. Personne n'a vu quand est-ce que l'avion d'Ali Bongo a atterri à Libreville. On a dit c'est incognito. Personne. Mais un président, oui. Un président peut venir quand même incognito. Mais il y a quand même des gens qui travaillent à l'aéroport. Oui. Donc, tout ça, ce sont des cinémas. Ali Bongo, la constitution gabonaise est claire. Il ne remplit plus les conditions physiques, mentales, psychiques pour diriger ce pays-là. Il y a eu un coup d'État fomenté par quelques soldats, oui, et qui a échoué. Oui. C'est là où ça me donne encore plus de raison. Un chef d'État, on vous fait un coup d'État de 15 secondes ou bien d'1 minute, mais vous revenez à la charge. Ouais, mais on vient à la télé. Oui. On dénonce le coup d'État. On dénonce et on défie
les putschistes. mutins. Oui. Non. Même la communication, la cellule de communication de la présidence n'a pas réussi à sortir un communiqué après ce putsch-là. Mais qui est-ce qui nous dit aujourd'hui que tout ce coup par ces jeunes lieutenants a été fait à dessein? À dessein. Oui. Nous sommes en politique. On peut créer ça, créer un psychose dans le pays pour permettre aux gens, attention, la preuve, ils ont lancé un appel à la population de sortir. Oui. Mais de vrais putschistes disent plutôt, ne sortez pas. Quand on fait un coup d'État, on dit aux gens, ne sortez pas. Non, maintenant, eux ils disent, sortez. Pour faire quoi? Pour les soutenir. Non. Non. Donc tout ça, c'est de la manipulation. Ali Bongo. Là, c'est votre point de vue. Ali Bongo doit quitter, mais il y a tellement d'intérêts français qu'on est de préserver. Qui sera ici, qui sera là. Ils ont fait un gouvernement, ils sont même le ministre du pétrole. Et tout ça, ce sont des calculs. C'est la France qui est derrière. Donc, en gros, la France-Afrique continue. Nous allons maintenant enchaîner avec la RDC. La RDC où il y a... Oui. Il y a un élément que vous voulez ajouter? Oui. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez revenir sur le Gabon... Par rapport au dossier, comment on l'appelle, Ali Bongo. Oui. Je pense que c'est vraiment marrant en Afrique pour nous qui sommes les gens de la peau noire de se comporter de la sorte. C'est parce que Bouteflika en Algérie, a déjà créé la jurisprudence et qu'aujourd'hui tout est permis en Afrique. On peut se permettre d'être dans le fauteuil roulant, perdre toutes ses capacités physiques, intellectuelles, intrinsèques et être encore président de la République gouverner. Mais attention, il y a eu un président américain qui a été dans le fauteuil roulant qui a présidé. Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt a toutes ses capacités. Il n'a pas été attaqué par un AVC. Oui. Non. Mais c'est plutôt par la poliomyélite. Oui, lui, il est né et attaqué. Non, il était attaqué quand il était déjà sénateur. Oui. Par la poliomyélite. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que des résolutions sont prises pour mener la lutte contre cette fameuse maladie. Voilà. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas que... C'est au niveau de la tête qu'ils ont été attaqués. Et quand on parle Bouteflika et Ali Bongo, ils ont fait AVC. Accident vasculo-cérébral. Quand vous racontez les spécialistes, vous savez ce que ça veut dire? Ça dit beaucoup de choses. Donc on ne peut pas se permettre d'être dans cet état-là. Et dirigé un pays. Pas une famille, mais toute une nation. Ben, il faut avoir tout son sens. Oui. Mais je ne comprends pas. Maintenant, on s'est permis de violer d'un point à un autre la constitution de ce pays, comme Zeb venait de le dire, et qu'à un moment donné, on organise un cinéma. On dit voilà, le président va arriver et il va se prêter à ce ordre de la constitution, et que chaque ministre, après la formation du gouvernement, va défiler et prêter ses mains devant lui conformément à la constitution, je crois en son article 35-38. Et seulement je le jure, il passe. Je le jure, il passe. Mais ce qui est un peu marrant, j'ai écouté aujourd'hui et ça m'a fait sourire. On dit on a interdit l'accès aux journalistes. Et à plus forte raison, les journalistes étrangers. Aucun n'a eu le droit. À la salle. Ceux qui ont osé, on dit si vous ne faites pas attention, on va retirer votre accréditation. Ben, on cache quoi alors? On cache quoi? Donc c'est là moi je dis qu'aujourd'hui, c'est une question d'intérêt qui est là. On sait la condition dans laquelle, rocambolesque d'ailleurs, dans laquelle, comment on appelle, Ali Bongo s'est déclaré gagnant lors du dernier scrutin présidentiel dans ce pays. Oui. Avec les histoires de Rotogoué, ou c'est pas quoi on a connu, où les votants dépassent les inscrits, avec tout ce qu'on a connu là, et où on s'est permis d'aller attaquer le siège d'une formation politique de surcroît, un candidat potentiel. Non, il était président. Il était président, il était candidat et voilà. Il discutait la présidence. Voilà. Donc, avec tout ce qu'on a connu, c'est parce que quelque part, il y a aussi un autre complot. Le complot qui est contre le peuple togolais, c'est le même complot qui est contre le peuple gabonais aujourd'hui. Ça, on ne peut plus l'appeler autrement. C'est pourquoi vous allez comprendre que certains hauts politiques de la France ont haussé le ton. Et ils ont tapé du poing sur la table et dit, mais assez. À un moment donné, il faut laisser les pays africains. Il faut laisser les Africains maintenant
enfin, élire librement leurs dirigeants et que la France ne s'implique pas davantage avec sur la base des intérêts. Ok. Je suis avec quelqu'un la fois dernière, je dis, si vous savez ce que la France gagne ici au Togo, vous dormez beaucoup, vous dormez debout, vous ne comprenez rien, vous croyez que ce pays-là, c'est dans la main d'une minorité, alors que la grande majorité se trouve ailleurs. Ok, merci beaucoup. On va continuer rapidement avec... Non, simplement, c'est pour vous dire que ça s'est passé au niveau de l'Algérie. Lorsque Bourguiba était malade, un malade mental, eh bien, les Occidentaux, si la France-Afrique a fait tout, feu de bois, que pour garder... Non, pour le faire partir, il repassait par Ben Ali. Attention. Bourguiba était comme ça, était un malade mental, mais il a continué avant que... C'est les scandales que Bourguiba faisait. C'est pour cela que la France a changé. Non, Bourguiba, pas Ben Ali. Non, je le dis oui, d'ici, parce qu'il était devenu vieux, il était devenu sénile. Hein, donc, malade mental, sénile, et c'est à ce moment-là que Ben Ali lui a fait un coup d'état, disons, simple quoi. Voilà. La bénédiction. La bénédiction de la France. Tout à fait. C'est ça ce que je voulais dire. Ok. Donc, c'est parce que la France, hein, jusqu'alors, n'a pas trouvé celui-là qui peut changer, qui peut remplacer Bouteflika et même Ali. Bongo. C'est pour cela les choses se retardent jusqu'alors. Donc, comprenez comme cela. Même au Togo ici. Hein. Même au Togo. La France n'a pas trouvé la personne. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est bizarre, il faut l'enchaîner en même temps. Seul au Togo, nous n'avons pas connu un changement pacifique parce que nous qui sommes des Togolais, nous sommes des hypocrites et nous ne nous aimons pas. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de Macky Sall au Togo. Mais Eden Kodjo était bien placé pour faire quelque chose dans ce pays. Donc, il y a d'autres pays, mais les gens vont tenir ça rapidement et jusqu'alors on peut avoir un lueur. Hein, nous n'avons que 40 minutes encore pour terminer et il y a beaucoup de choses à dire. Non, s'il te plaît. Non, nous avons encore à parler de la RDC aussi. RDC va en prendre peut-être encore 10 minutes. Et vous voyez-vous, nous allons revenir sur le cas du Togo, le cas Sativi, et la législature, comment on dit ça aussi, la mutation de la C14 en mouvement. On a Zeb Kouete qui va nous en parler, parce qu'il y a encore une marche, il paraît, le 20, combien? Le 26. 26, tout ça on va en parler, et il faut qu'on aille vite, s'il vous plaît. Alors, nous repartons pour la RDC. En RDC, ça c'est encore plus scandaleux par rapport, c'est toute la France-Afrique qui continue, je ne sais pas. Ben, il y a eu une élection présidentielle qui a vu la victoire entre griffes de Félix Tshisekedi, et il y a Martin Fayoulou qui dit Fayoulou qui dit c'est pas ça, et il y a eu en même temps élection municipale. Ben, le dernier des candidats qui a à peine 7% de Ramazani qui est le candidat FCC non, disons ça clairement aux auditeurs, c'est le candidat de Kabila. Oui. Kabila. Donc c'est lui qui officiellement est le troisième, le dernier sur la liste avec à peine 10% de voix. C'est ce parti-là qui a, au niveau de l'Assemblée, la majorité. 350 sur 385. Oui. Alors, repartons en RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlons un peu en 10 minutes à nos auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé en RDC? Et je suivais Maman sur RFI, et la fois dernière qui dit, en Afrique, il y a aussi le poste de président négocié. Et ça fait rire, mais vraiment, quand vous l'écoutez, ça dit beaucoup de choses. Donc, je pense que ça sort de l'entendement. Puisqu'en réalité, c'était quel schéma? Et Kabila a choisi son défunt. Et son dauphin pensant qu'il allait passer par tous les moyens, comme ça se passe, pour organiser le hold-up électoral. Et après avoir refusé la candidature de Bemba et l'homme de TP Katoumi, maintenant, il s'est dit que si ça se passe comme ça avec Tshisekedi et Martin Fayoulou, je pense que ça peut aller. C'est après la coalition, il s'est rendu compte qu'il a tellement de poids lourds derrière et il ne peut pas faire le jeu. Et il a commencé, c'est un gars qui est malin.
Et dans tous les cas, il y a aussi la main de la communauté internationale derrière. L'élément qui fait le rapprochement aujourd'hui de la situation du Congo démocratique, ancien Zaïre, c'est que les militaires ont un pouvoir qui ne dit pas son nom. Non. C'est tout comme également au Gabon, c'est tout comme également au Togo. Ça dit que quand vous menez l'analyse aujourd'hui, vous-même vous prenez le Cameroun, vous prenez le pays de Denis Sassou Nguesso, la République Congo-Brazzaville, pratiquement c'est la même chose. Maintenant, comptant sur la mer, il a voulu passer par tous les moyens, il faut passer son dauphin. Mais attention, à un moment donné, le schéma semble bousiller un peu. Après le scrutin, très rapidement, il a envoyé ses émissaires rencontrer en catimini Félix Tshisekedi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas sans savoir que celui qui est là comme président de la commission électorale nationale ressemble à un président de la commission nationale indépendante dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc on voit. C'est un pantin qu'on manipule et à qui on impose la suprématie et il exécute. Donc, on lui a demandé à peu près d'envoyer l'idée de ce qui s'est passé. Et c'est là où Kabila a compris que le jeu ne peut pas marcher. Si son dauphin arrive à se retrouver en 3e position, attention, quelque part là, le coup de force ne peut plus marcher. L'armée serait obligée de marcher sur des cadavres et au finish, avec la prise de position également des États-Unis d'Amérique, avec le positionnement de ces éléments au niveau de Libreville, même au niveau de l'ONU. Au niveau de l'ONU, avec la pression diplomatique, tout, ça ne peut plus passer. Maintenant, ce qui m'étonne dans cette histoire, Félix Tshisekedi, qui est le fils de Etienne Tshisekedi, Wambulumba, qui a mené le combat dur avec Mobutu Sese Seko. On connaît l'histoire dans les années 91. Tout à fait. Mais c'est le même Etienne Tshisekedi, non seulement il est contesté dans son pays, c'est parce qu'on estime que lorsque son papa lui a envoyé en Belgique, qui n'a pas fait les études, il ne fait que traîner son boss dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, que tous ces diplômes qu'il a là, il les a achetés. Ça, c'est parenthèse, il n'est pas bien apprécié dans le pays. C'est le même Tshisekedi avec le prix, le sacrifice qu'a fait le peuple congolais, qui s'en va maintenant négocier un accord en catimini avec Kabila, en lui promettant terre et ciel. Mais le paradoxe, on proclame un résultat qui donne en réalité Martin Fayoulou, qui est en tête selon les informations. Avec 62%, je crois. Tout à fait. Et l'église catholique, elle est même allée à 72%. Aujourd'hui même, les informations circulent comme quoi certains journalistes d'investigation ont eu les documents en facsimilé et ils l'ont publié, qui donne Martin Fayoulou gagnant. C'est ce qui a amené la SADC à prendre une position en demandant le recomptage des voix avant qu'on ne constate le rétropédalage. Maintenant, la situation est telle. Mais le paradoxe que beaucoup ne comprennent pas, qui montre aux yeux de la communauté nationale de tout le monde, comment est-ce que vous pouvez gagner la présidentielle sur la base d'un programme? Vous avez envoyé vos candidats dans les différentes élections, que ce soit législative ou provinciale, et qu'au finish, vous êtes président, et que quelqu'un qui a occupé le 3e rang, comme vous venez de le dire, se retrouve avec la majorité. C'est parce que quelque part, il y a eu deal. Même les 2 tiers. Oui, c'est comme c'est. Ça voudrait dire que vous avez accepté qu'en lieu et place que Martin Fayoulou soit proclamé président, vous me déclarez président. Maintenant, je vous laisse le reste faire. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe là, beaucoup pensent que c'est l'alternance. Non, moi, je ne fais pas mes analyses comme ça. Si on me dit aujourd'hui que au cours d'une élection, Faure Gnassingbé n'est plus président, et en lieu et place, c'est Gilbert Bawara qui est président, mais moi, je dirais qu'au Togo, on n'a pas l'alternance. Si on me dit aujourd'hui que Faure Gnassingbé n'est plus président, peut-être on prend quelqu'un de l'opposition, Jerry Tama, qui est président, on me parle de l'alternance, il n'y a pas d'alternance, parce que on connaît comment ça se passe. Si on me dit même aujourd'hui que Agboum est président en lieu et place de Faure Gnassingbé, moi je dirais au Togolais qu'il n'y a pas d'alternance. Parce que c'est ce que je dis. Donc, sur la base de ces éléments-là, quand on estime qu'aujourd'hui, il y a alternance politique en République démocratique du Congo, sur la base de ces éléments, alors que tous les éléments, les ingrédients, les leviers même du pouvoir se retrouvent dans les mains de Kabila aujourd'hui. Qui sera même bientôt, si on se trompe, le président du Sénat. Sénat, tout à fait. Puisqu'on lui a garanti tellement autant de choses que finalement on ne comprend plus rien. Donc, ceux qui élèvent la voix en demandant le recomptage des voix,
à ce que la vérité des unes soit dite, moi je pense qu'ils s'inscrivent dans la logique normale. Oui. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut soutenir une telle démarche pour éviter la jurisprudence en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2020 sera une année très déterminante. Non seulement pour le Togo, mais pour plusieurs pays. Plusieurs pays qui vont passer, font les élections. Tout à fait, c'est fondamental. Merci bien. Nous passons la parole à Ina Kwesson. C'est pour vous dire que il y avait eu coalition entre les Fayolou et Tshisekedi. Entre-temps, en Belgique. En Belgique. Oui. C'est en Belgique que les deux ont été pipés. Hmm. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'il y avait automatiquement coalition, Entre Tshisekedi, Tshisekedi, Fayolou, Fayolou et même les Bemba, Bemba Katumbi Katumbi. et autres là. oui. Automatiquement, Tshisekedi a rebroussé chemin. Oui. Même avant- Il était d'accord dans les négociations. Voilà. Et le lendemain, il dit non. Voilà. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le roi Léopold. Non, Hein? non, C'est enfin, c'est son pas fils. Léopold, hein, c'est son fils. Hein. Oui. Automatiquement, ils sont repartis là-bas, lui seul. Ils sont partis négocier certaines choses. Et automatiquement, à la sortie, il a dit, moi je ne suis plus dans leur coalition. Mais c'est un coup de massue, tout le monde était déboussolé. Mais c'est là que les choses ont commencé. Ça, il faut le dire. C'est pour rajouter cela. Et surtout que c'est Santé Jidéo qui a négocié, qui les a conduits dans cette histoire-là. Voilà. Bien, merci. Merci. Oui, à ta folie. sachez également que l'Occident a toujours sa même mise au niveau de nos élections. Puisque moi, j'avais déjà fait ce calcul-là, ce schéma se dessinait déjà lorsque Étienne Tshisekedi a défunté. Ah oui. Ouais. Étienne a défunté, je me dis, mais Félix, on a débarqué Félix de nulle part. Les Congolais ne connaissent pas Félix en tant que fin politicien stratège. Ouais. Et puis on dit, bon, mon petit, va au Congo, va devenir président. Tout comme si les pays africains sont toujours une préfecture ou bien une province des républiques bananières. Ah oui, mais c'est pas normal. Il faut qu'on refasse qu'on fasse beaucoup attention. Parce que, et Justin venait de le dire, tout ce qui se passe au niveau des élections, au niveau des contrats, au niveau des arrangements, ainsi de suite, en Afrique aujourd'hui, en 2019, de 2018 en 2019, aura des répercussions négatives et draconiennes et drastiques sur l'avenir de l'Afrique dans 50 ans. Okay. Ça, c'est clair. Juste à partir de 2020. Nous partirons encore pour 50 ans, même un siècle. Peut-être que nos petits-fils n'auront même pas la chance d'avoir un front que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Dommage. Merci beaucoup. Quand nous savons que la RDC est le premier pays le plus riche d'Afrique, mais du monde, sur le plan minerai, sur le plan naturel, tout ce que ce pays-là a, c'est un scandale géologique. Et pourtant, ce pays a des populations des plus pauvres d'Afrique. C'est quand même difficile, c'est quand même grave. Nous donnons la parole à Zeb Kouete pour terminer cette analyse. On va revenir au Togo. Et Zeb, on est à vous. Ok, je vais vous prendre le contre-pied de vos déclarations, bien de vos sorties. C'est un débat, Oui. on est ouvert. Vous savez, le monde politique est tellement cerné par des intérêts et que l'extrémisme n'a plus de cité au niveau des partenaires au développement. C'est-à-dire? Je m'explique. La coalition qui a été faite par Fayouli, Katumbi, Lamuka. et tout ça, Lamuka, Voilà. c'est bien. Si les jeux étaient clairs, comme on dit, eh bien, le camp Kabila aura peut-être 10% comme quelque part au Togo. Mais les intérêts sont tellement colossaux. L'ancien Zaïre, le Congo démocratique, pilote, je dirais, beaucoup au niveau des investissements stratégiques, que ce Dans soit le monde. l'uranium, le cobalt, le Le diamant, co- le coltan. l'or, Le colton, Voilà. avec lequel il fabrique
et les piles des voitures, des portables qu'on sort là, Voilà. les batteries. Et toutes ces grandes firmes installées au Congo savent bien ce qui se passe. Ils savent très bien que si on laissait le pouvoir à Fayulu et les Bemba, les Katumbi, eh ben, le cordon Sera coupé. sera coupé. Je suis d'accord. Ouais. Oui. Le moindre mal pour eux, aujourd'hui, soit si nous voulons aller par étapes pour pouvoir récupérer nos richesses, je crois que c'était le moindre mal à imposant, parce qu'il n'a pas été élu, un Tshisekedi. Mais le danger, la force financière, la force militaire, d'abord je commence, la force financière de Katumbi, la force militaire de Bemba, Et financière aussi. et financière, ils doivent, et Tshisekedi, et Bemba, et Fayulu, ils doivent faire la paix des braves. Ils doivent se retrouver quelque part sur le fleuve Zaïre, quelque part à 3 ou bien à 5, pour dire, ok, nous avons failli. Tshisekedi, il va dire, oui, j'ai fait un deal avec Kabila, et tant avec les étrangers, mais laissez-moi faire une transition pour apaiser un peu le pays. Mais s'il s'en tient, ou bien s'il dit, je suis président, eh bien, le pays va s'éclater dans quelques années. Parce que Excusez. nous sommes sur une braise actuellement au Congo. Oui. Et que c'est le discours de Tshisekedi vers ses amis, entre guillemets, de l'opposition, qui doit calmer ce pays-là. Mais si on rate le coche, c'est fini. Donc, à comprendre, Zep, et la RDC est obligée de faire maintenant, de constituer un gouvernement d'union pour pouvoir aller. Oui, à ta folie. à mon avis. Félix, Oui. je dirais plutôt ceci. Laissons Bemba, Katumbi et Fayulu. C'est vrai que lorsqu'ils seront au pouvoir, ce sera de la vengeance absolue et extrêmement à haute dose. Et le Congo va encore redevenir ce champ de bataille d'expérimentation où on aura de les maquisards et ainsi de suite. Mais, connaissant très bien le président sortant Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, toutes les promesses lui ont été faites. Qu'il sera président du Sénat, c'est-à-dire la deuxième personnalité importante du pays. C'est-à-dire président de l'Assemblée, quoi. Oui, donc sachez très bien que Félix n'a pas les manettes en main. On peut facilement pourrir la vie, ce gouvernement, cette transition à Félix, et faire un coup d'état direct à Félix, et Kabila revient encore à la charge. Ok. Attention. C'est possible. C'est Bien. là encore, moi, je Non, crains non, merci. encore Non, que le Congo n'a pas changé. Merci. Et il n'y a pas d'alternance. Merci. Revenons au Togo, s'il vous plaît. Nous Mais n'avons- quand même, parenthèse, nous n'avons quand que on 30 voit que minutes la maintenant. France qui dit qu'elle n'est pas d'accord, mais attendez là. Oui, on comprend, on comprend. Oui, qu'est-ce qu'elle a quoi se je- mêler dans de les quoi je me affaires? mêle Et de quoi je me mêle? Nous allons revenir peut-être la Elle semaine accusait prochaine. les États-Unis de ne pas se mêler dans ces affaires. Et elle vient maintenant imposer. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Nous allons revenir sur ça la semaine prochaine. Le débat est relancé. Et revenons au Togo avec la justice. Et délibéré du procès de Folie Sativi du mouvement En Aucun Cas. Alors, Justin Dani, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Lomé? Bon, c'est le délibéré. Parce Oui. que le procès, même proprement dit, a eu lieu la semaine dernière. C'était, je crois, le 9. Donc, Folie Sativi, le premier porte-parole du mouvement, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, a été arrêté en août dernier. Donc, il est poursuivi pour résistance aux forces publiques. Comment on l'appelle? Trouble. À l'ordre public. Enfin, résistance aux forces publiques et rébellion. Et rébellion. Trouble à l'ordre public aggravé et apologie de crime. Voilà les 3 chefs d'accusation dont il est poursuivi. Et il faut rappeler que c'est la chambre correctionnelle, c'est un dossier pénal qui a statué en matière correctionnelle, bien sûr. Ouais. Donc après le procès, après les débats, tout ce qu'on a suivi la fois dernière, ça démontre à suffisance que quelque part, il y a ce qu'on appelle les non-dits. Parce qu'on a dit dans le dossier Gbagbo tout à l'heure, lorsque vous poursuivez quelqu'un en matière pénale, ce n'est pas l'accusé qui apporte la preuve.
C'est l'accusation qui L'accusation. apporte la preuve pour dire effectivement les preuves matérielles et intentionnelles dans tout ce qui s'est passé avant de pouvoir écrouler la personne. Maintenant, après débat avec tout ce qu'on a eu à suivre la fois dernière, au finish, le procureur, le deuxième substitut du procureur, a requis 48 mois d'emprisonnement ferme. Parce que pour lui, se basant sur les dispositions du code pénal, article 495, article 492, article 752, il estime que ces infractions-là sont vraiment constituées. Et Tchachivi doit passer 4 ans en prison. En prison. Donc les avocats au cours de la plaidoirie ont réagi en démontant tout ce qu'il a eu à dire pour ne pas apporter des preuves tangibles matérielles. Lorsque vous dites que le gars a résisté devant les forces de l'ordre et à constitution de rébellion, il faut apporter des preuves. Parce qu'en matière pénale, c'est facile de pouvoir avancer des trucs et sans pourtant apporter des éléments de preuve, comme je venais de le dire. Donc, on n'a pas suivi ça. Donc, on dit, voilà, on a allé sur sa page Facebook, on a suivi un certain nombre de déclarations, un certain nombre de papiers qu'on a montrés, et Tchachivi n'a pas reconnu. Et il estime même que c'est dactylographié, et que tous les éléments qu'on a eu à brandir au cours de ce procès, venant des réseaux sociaux, notamment WhatsApp et autres, là, ce ne sont que des allégations, un coup monté. Maintenant, sur la constitution de troubles à l'ordre public, les avocats ont démontré qu'avant de parler de troubles à l'ordre public, parce qu'il doit y avoir mouvement. Comment est-ce qu'il ne peut pas y avoir de mouvement? On parle de troubles à l'ordre public aggravés. Et en se basant sur l'un des articles du code pénal, je crois l'article 498, si c'est bonne mémoire, pour pouvoir pour demander à ce que le monsieur soit condamné d'1 à 5 ans de prison. Donc, ces éléments, les avocats ont également démonté, ont démonté au cours de leur plaidoirie, notamment Maître Célestin Bougan, Maître Raphaël Kandé Adjaré et Maître Dovi Akoui. Donc, Maître Amégan, qui fait partie aussi du conseil, il n'était pas au pays, il n'était pas à l'audience ce jour-là. Maintenant, pour ce qui concerne apologie de crime, sur cette base-là aussi, le ministère public, représenté par le deuxième substitut du président, du procureur de la République, n'a pas démontré en quoi il est question d'apologie. Parce que lorsqu'on parle de l'apologie, ça va au-delà des entendements. Ouais. Donc c'est un crime en réalité. Mais ça veut dire que, comment dit ça, Tchachivi aurait, disons, vanté, appeler les gens, aller décapiter voilà, les gens, tuer tout. Voilà. Maintenant, comment démontrer ça? Le procureur, dans sa réquisition, a avancé des éléments comme quoi on entend sur les médias, il a dit ceci, il a dit cela, sans pour autant apporter des éléments de preuve. Même une bande, au cours de cette audience, pour dire voilà ce qu'il a dit au cours de telle émission, voilà ce qu'il a dit au cours d'une conférence de presse, voilà ce qu'il a dit au cours d'une conférence de débat. Il n'a pas prouvé. Donc les avocats ont démonté tout ça et au finish ont demandé à ce que Tchachivi soit libéré, soit acquitté de ces 3 chefs d'accusation. Donc le juge Poutouli, qui est en charge du dossier, notamment qui était le juge de séance le 9, a renvoyé le délibéré sur aujourd'hui. D'accord. Donc en réalité, l'audience s'ouvre autour de 8h30, 9h. Le temps pour nous d'arriver là, tout est bouclé avec les soldats, les militaires, les quoi, un peu partout. Est-ce que le délibéré est à huis clos? Non, c'est pas à huis clos, c'est une audience publique qu'on a empêché. C'est là où on n'a pas compris. C'est également notre débat. Peut-être qu'on aura le temps. Si c'est pas à huis clos, pourquoi ne pas laisser les gens finir? Et puisque le procès, c'était un procès public qui s'est déroulé dans la grande salle de l'audience au niveau du palais de justice de première instance de Lomé. Ouais. C'était pareil, les mêmes dispositifs. C'est pratiquement les mêmes dispositifs qu'on a vu aujourd'hui. Bon, le temps pour nous de traverser tout ça et revenir. Voilà, moi j'ai vu le derrière de Tchachivi. est parti. Parce qu'on l'a ramené, mais sur le délibéré, le juge ouvre la séance. Ah, voilà, après avoir attendu, statuant publiquement, correctionnement, décide. Et puis, en 2 minutes, il a vidé le dossier en condamnant Tchachivi à 36 mois de prison avec 12 mois assortis de sursis. Ce qui voudrait dire qu'il va passer 2 ans en prison. Il venait de passer, je crois, 6 mois. Il lui reste encore de temps à faire. Ce qu'on n'a pas compris à notre grand étonnement, mais on s'est beaucoup posé des questions. Maintenant, est-ce que c'est un procès civil ou un procès pénal? On ne connaît pas trop en la matière, on n'est pas là pour vous donner de leçons à qui que ce soit. Mais il y a ce qu'on appelle des éléments élémentaires en matière de droit. Même en première année, en deuxième année, vous allez... Même n'ayant jamais fait le droit pour moi, je comprends. On peut comprendre tout ça. Maintenant, si on ne peut pas nous prouver que nous sommes dans un état de droit et qu'au même moment, la justice peut être manipulée de la sorte, on n'a pas compris. Mais c'est Célestin Bougan
qui est l'un des conseils de Sativi, s'est prononcé. On va l'écouter. Oui, d'accord. Monsieur Lessin Bouquin, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes l'un des conseils dans le dossier Sativi contre le ministère public. Le procureur a requis 48 mois la semaine dernière. Aujourd'hui, le délibéré a eu lieu avec le juge Koutouli. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce délibéré? C'était une décision regrettable. Et le juge l'a déclaré non coupable pour le délit de rébellion, mais l'a déclaré coupable pour les deux autres délits, notamment le trouble aggravé à l'ordre public et l'apologie de crimes et délits. Et donc l'a condamné par conséquent à 36 mois d'emprisonnement, dont 12 assortis de sursis. Voilà cette décision qui a été rendue. Et nous ne savons pas sur quoi le juge s'est fondé pour maintenir notre client dans les liens de la prévention et le condamner à une si lourde peine. Parce que là, lors du procès, le parquet, le ministère public n'a pas été en mesure de rapporter aucune preuve des allégations qui sont portées contre notre client. Les accusations portées contre lui. Malheureusement, il est condamné à 36 mois et nous regrettons une telle décision. De toutes les façons, nous avons les voies de recours et nous allons en aviser. Alors, vous allez être jeté certainement après, naturellement, absolument. Au second degré. Nous allons faire. Maintenant, est-ce qu'on dit que le juge a estimé qu'il y a des éléments suffisants de preuves pour aller dans ce sens pour Oui, c'est ce que nous ne savons pas pour le moment, puisque le juge est venu rendre sa décision et nous n'avons pas la quintessence de ces motifs, parce que nous n'avons pas encore la décision, nous n'avons pas le jugement, la copie du jugement, pour savoir comment il a motivé la décision. Donc, il a rendu la décision et il a donné le dispositif de sa décision. Donc maintenant, nous verrons plus tard comment il a motivé et nous aviserons. Ce procès, c'est un procès pénal, comme on le dit, c'est basé sur la preuve. Aujourd'hui, on peut faire un lien par rapport à ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale et ce qui se passe dans ce dossier de Sativi, parce qu'à l'absence de preuves, on libère. Et aujourd'hui, mais vous êtes déçu. Oui, moi j'ai été fier hier lorsque j'ai appris que Gbagbo a été libéré par manque de preuves par le procureur qui a l'objet de la poursuite. Et je me suis dit, mais il va falloir que nos juges également en tirent profit ou en tirent conséquence de cette situation. Et également, je me disais que ça pouvait nous être utile. Et Gbagbo est libéré. Je suis heureux, pas parce que Gbagbo est libéré, mais parce que le droit a été dit. Et je pensais que pour mon pays aussi, le droit serait dit comme ça a été dit à l'international. Et malheureusement, nous sommes toujours dans le pétrin et nous espérons quand même que le droit sera dit un jour. Voilà, vous l'avez dit au cours de ce procès la semaine dernière, que généralement vous assistez à des procès politiques. Vous étiez plus ou moins confiant la fois dernière que M. Sativi serait libéré. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous êtes déçu? Déception totale. Déception totale parce que je suis déçu par la justice. Mais je sais que par rapport à ce dossier ou à cette procédure-là, le droit finira par être dit. Et je l'espère. La démarche confirme la caporalisation de la justice togolaise. Oui, absolument, parce que là, le mobile politique, comme vous l'avez dit, existe toujours dans ce truc-là. Parce que lorsque le juge dit que l'infraction, le délit de rébellion n'est pas constitué, on est d'accord avec lui. Mais tout porte à croire que M. Sativi a été interpellé. Au départ, on a parlé du délit de rébellion. Donc ça veut dire que c'est un tremplin pour le condamner à d'autres fins. Parce que on a dit qu'on le suivait toujours. Il parlait, il faisait des conférences de presse, il disait des choses donc, qui fâchaient le régime. Et donc on a trouvé des moyens pour l'interpeller et pour lui coller des infractions. Et bon, malheureusement, c'est à travers la justice que le politique arrive à ses fins, c'est-à-dire à régler des comptes à ses adversaires politiques. Et c'est dommage. Quand est-ce que vous comptez interjeter l'appel? Oh, l'appel, on le fait aujourd'hui.
M. Célestin Bougan, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Voilà ce que M. Célestin Boucan nous a dit par rapport à ce dossier. C'est vraiment aberrant. Et par après, on a vu également la réaction de la famille. Et sa maman qui a pété le plomb, il fallait voir, ça n'a pas été du tout facile. Malheureusement, on n'a pas le temps, sinon on aurait dû peut-être que on aura d'autres occasions également pour faire cet élément à nos auditeurs. Ouais, ok, merci bien. Alors nous allons aller en politique au Togo, 6e législature de la 3e République. Les nouveaux élus se préparent à organiser une présidence tournante à la tête de l'Assemblée nationale togolaise. Est-ce que la Constitution, une fois encore, est violée, sera violée, Zeb Koité? Oui, avant de répondre à cette question, je vais juste donner un petit mot d'encouragement à Sachivi. Nous n'avons que 10 minutes. Oui. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Et il ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Donc, c'est une expérience qu'il a... Alfred de Musset. Alfred de Musset, oui. Oui. Sachivi serait un leader dans ce pays. Il faut passer par la prison. Il sera un leader dans ce pays. Il sortira de la prison et il sera un leader dans ce pays. Oui. Je connais ce garçon-là. Il a des capacités et malheureusement, nous n'avons pas cette jeunesse comme ça, de cette trempe de Sachivi dans notre opposition. Il faut des gens comme ça. Oui. Nous prions, nous irons le voir. Il sortira, il sera un leader dans ce pays. Merci. Merci. Alors, par rapport à la tête tournante de l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est une aberration. C'est encore une curiosité au Togo. L'article 54 de la Constitution est claire. La législature est pour 5 ans. 5 ans. Oui. Quel que soit le règlement intérieur qui sera adopté par les élus, entre guillemets, eh bien, ils doivent être en adéquation avec la Constitution. Je l'ai écrit sur ma page Facebook, c'est le premier coup d'État constitutionnel. Mais certains disent méchamment qu'ils sont des députés nommés. Oui, c'est selon. Mais pour nous, ce sont des députés, certes, je dirais entre guillemets, sauf que la législature là, eh bien, nous devons nous battre aujourd'hui qu'elle est maximum 18 mois. Parce que quand nous aurons le pouvoir en 2020, nous allons dissoudre cette assemblée-là. Et nous allons mettre les moyens pour pouvoir avoir l'alternance en 2020. Vous en êtes sûr? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes pratiquement à 1 an. Donc, la coalition des partis de la coalition, eh bien, nous allons déployer des stratégies pour que l'alternance vienne en 2020. Parce que toute cette gymnastique ou bien cette, je dirais, grimace de 2020, on doit l'arrêter rapidement. Pour le faire, il faudrait qu'il y ait un nouveau président de l'Assemblée nationale venant de nos rangs. Il paraît que la C14 disons, prétend organiser ou bien participer aux élections municipales pour, disons, avoir l'assise au niveau des villes. Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que vous vous préparez à ce niveau? Bon, eh bien, nous n'avons jamais boycotté les élections. Ce sont les conditions qui ont fait que, sinon la C14 n'a jamais demandé à boycotter l'élection. Nous demandons les conditions, les bonnes conditions d'organisation de cette élection-là. Mais le pouvoir et leur complice de la CEDEAO ont une lecture erronée de la chose. Maintenant, nous avons décidé, ou avons demandé qu'il faut d'abord aller au local, les réformes et tout ça. Là. La nouvelle législature et le gouvernement, s'ils veulent organiser aujourd'hui les locales, eh bien, ils ont leur droit. Et vous êtes prêts à y participer au niveau de... Oui, pourquoi pas? D'accord. Obligé. Nous sommes obligés d'y aller. Parce que le pouvoir à la base, ce sont les locales. Et au niveau des réformes, comment feriez-vous pour qu'elles soient mises en œuvre? Non. Ce que nous apprenons
de la part des élus, aujourd'hui, c'est qu'ils vont faire les réformes. Bon. C'est qu'eux-mêmes disent. Oui, ils disent qu'on fait les réformes. D'accord. Bon. S'ils arrivent à limiter le mandat à 2, s'ils arrivent à revoir le cadre électoral et le fichier électoral, bon, je sais qu'entre 2 élections, entre 6 mois, c'est un peu compliqué de faire la révision, mais nous sommes en accord politique. Mais est-ce que vous pensez que cette révision, ou bien ces révisions en général, ces réformes en général, profitent ou profiteraient et à ses élus, c'est-à-dire au parti au pouvoir et à ses acolytes? Ben, si c'est ça, si ça ne les profite pas, nous sommes au taureau. Ils vont encore déjouer. Non, refuser les réformes. Oui, ils vont refuser les réformes. Mais quel pouvoir a maintenant l'opposition pour les contraindre à le faire? Non. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont faire les réformes. Voilà. Okay. Et s'ils ne le faisaient pas? Bon, ok. Nous avons toujours la seule arme que nous avons. C'est la mobilisation. La mobilisation populaire. Oui. Nous devons continuer la pression pour pouvoir les pousser à faire les réformes ou bien à les contraindre à aller aux réformes. Bien. Ok. Et nous savons très bien les conditions dans lesquelles nous organisons nos manifestations. Par rapport à ce qui se passe en France, par exemple, les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de mort. Oui. Mais, non, il y a des morts. Oui, mais bon, pas par balle. Non, oui. Mais le 26, par exemple, quand nous allons organiser nos marches, parce que ce n'est pas seulement à Lomé, il y a d'autres villes, et si l'armée respecte les règles de bienséance de la vie en société, eh bien, on laisse le soin à la police gendarmerie de gérer. Et là, nous allons continuer à marteler nos revendications et nous savons très bien que le pouvoir, quelle que soit la force qu'ils ont, ils savent très bien, ils ne peuvent pas aller aux élections sans nous. Ils le savent. En 2020, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la préparation de 2020. Puisque même si ils arrivent à refuser ou bien à organiser les locales sans l'opposition, la vraie, eh bien, forcément, nous serons candidats à l'élection présidentielle en 2020. Parce que, quel que soit le cas, nous aurons à faire une révision électorale. Et dans ce cas, nous aurons notre carte d'électeur. En 2020. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Voilà. Mais en 2020, on l'aura. Maintenant, le travail que nous aurons à faire aujourd'hui au niveau de l'opposition, eh bien, une élection ne se gagne pas comme ça en un mois. Il faudrait d'abord que les leaders, les 14 partis réunis à ces 14, décident déjà, ou bien désignent déjà le joker. Le joker. Il faut d'abord qu'on ait des primaires en notre sein, ou même si quelqu'un de la diaspora ou bien de la société civile, ou le mouvement citoyen que nous allons lancer, c'est la personne qui doit être candidat en 2020, nous devons le savoir d'ici mars. Et on le dit, parce que même si les nouveaux députés, entre guillemets, acceptent d'aller faire les réformes, les 2 tours, mais il y a encore un piège. Nous pouvons avoir les 2 tours, mais le pouvoir héréditaire peut, au premier tour, avoir 51%. Si nous allons à cette élection à 3 ou à 4, certes, ils vont encore envoyer leur candidat de pacotille, qui n'ont même pas 0%, mais si nous, au niveau de l'opposition, nous n'arrivons pas à désigner un seul candidat pour 2020, eh bien, c'est cuit. Donc, c'est ce travail-là d'approche et de couloir que nous faisons entre les leaders, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus je suis le plus beau, je suis plus grand, ce n'est plus ça aujourd'hui. Nous sommes à la même classe aujourd'hui, au même niveau. Il n'y a plus de... excusez-moi... nous avons plus de députés... plus de députés, tout ça c'est fini. Nous sommes au même niveau. Et à nous d'abaisser un peu nos égos. D'être humble. Et savoir qui peut porter ce flambeau-là. Soit, si c'est au niveau de ces 14, tant mieux.
Si c'est au niveau de la diaspora, si c'est dans la société civile, nous sommes prêts à accompagner cette personne-là. Mais nous devons connaître cette personne-là, maximum mars, parce que nous sommes à 1 an de ces élections-là. Ok. Puisqu'il faut préparer cette élection-là et demander les financements au niveau de la diaspora pour pouvoir appuyer cette personne-là. Mais si on fait l'erreur de se retrouver encore 3, 4 candidats face aux candidats du pouvoir, Alors, c'est cuit. c'est cuit. Alors, nous avons juste combien 5 minutes. Rapidement, allez-y. Quelle analyse faites-vous, Justin Anani, par rapport à ce fait? Bon, il faut quand même dire que ce qu'on a assisté le 20 décembre dernier ressemble tout sauf à une élection, comme les analystes ont eu à le dire. Maintenant, aujourd'hui, et la politique étant une question de rapport de force, l'opposition réunie au sein de la coalition des 14 à un moment donné a créé ce rapport de force. Sauf que la CEDEAO qui était dans les discussions n'a pas su pleinement jouer son rôle, sa partition. Et ce qui semble également, moi à mon sens, un complot contre le peuple togolais. Maintenant, le problème du Togo ne se limite pas seulement au niveau des réformes. Et ça, il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, on doit clarifier la position de l'armée togolaise dans la vie de la nation. Si on n'arrive pas à clarifier la position de l'armée dans la vie de la nation, mais il y a problème. Et en 98, je pense que la coalition, enfin, l'opposition n'a pas désigné un seul candidat avant de gagner à plate coutume général et Yadema. Aouadana n'a pas eu le courage de proclamer le vrai vainqueur. La suite, on en connaît. En 2003, pratiquement le même scénario. En 2005, je crois, le chef de l'État n'a pas gagné les élections à la régulière. Ça voudrait dire qu'en réalité, aujourd'hui, quoi qu'on dise, les Togolais savent comment voter. Et on se connaît dans ce pays. Maintenant, sans les réformes, sans la clarification de la position de l'armée ou des forces armées togolaises dans la vie de la nation, je pense que le débat doit être mené à ce niveau. Et faire comprendre aujourd'hui à l'opinion internationale, et à la communauté internationale surtout, cette CEDEAO la fameuse, que le peuple togolais n'est plus aujourd'hui prêt pour accepter du n'importe quoi en 2020. Je pense que c'est l'enjeu même qui est fondamental. Et c'est dans cette ligne-là que s'inscrit la coalition aujourd'hui. Quand on demande la libération des détenus politiques, on venait de parler de Kassa TV, il y en a d'autres qui sont là. Quand on demande la libération de tous les manifestants qui sont arrêtés, alors que la feuille de route de la CEDEAO demande au niveau des mesures d'apaisement de les libérer, ils sont toujours là. Quand aujourd'hui plusieurs villes sont assiégées, même la ville de Lomé, la capitale aujourd'hui, quand vous sillonnez, il y a des militaires, des checkpoints un peu partout. Mais lorsqu'on se retrouve dans un état de siège, c'est l'Assemblée qui proclame l'état de siège d'une nation. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est pour ça que voudrait dire que l'armée a toujours sa position, sa partition, et le chef de l'État compte sur les forces armées togolaises, notamment par rapport à ce qu'il a dit au camp des médias. Ça, c'est fondamental. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre des réformes, Une minute pour terminer, la feuille de route, où en sommes-nous? On parle des réformes, les députés s'agitent, enfin, les députés en guillemets, les nommés, s'agitent entre quoi, comme quoi ils vont faire les réformes. Lesquelles réformes? La proposition faite par le constitutionnel sénégalais et dans lequel il est contenu dans l'alinéa 2 qu'en aucun cas nous ne peut faire plus de 2 mandats. Mais il faut faire extrêmement attention. Je suis d'accord avec M. Zeb que l'enjeu fondamental qui se joue aujourd'hui au niveau de ce Parlement, qui a déjà commencé par violer la Constitution, c'est qu'on veut passer par tous les moyens pour réserver un passage également à vie à Fagne Sigbe. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, tout Togolais conscient et qui maîtrise bien comment les choses se passent ne peut jamais l'admettre. Et là, au moment venu, je pense que nous aurons le mot à dire. Merci beaucoup Sanani, merci à Yves Kesson, merci à Tafoli et merci à notre invité Zep Kouete, secrétaire national chargé du numérique et des adhésions au FDR. Votre dernier mot, notre invité je vous remercie et j'encourage tout le peuple togolais et des lacs et Bamono à garder espoir. Nous avons créé les forces publiques, les forces pour la République FDR pour redonner l'espoir. D'accord. L'espoir est là. Quelle que soit la tempête, nous irons jusqu'au bout. Et je vous annonce déjà que si le prix à payer pour avoir l'alternance en 2020, mon président Apévon ne serait pas candidat.
Ok. Je le dis solennellement parce que j'ai eu à discuter avec lui. Nous étions en réunion. Si le prix à payer, si nous devons taire tout, mais le champion, Choisissons un. oui, mais lui, Apévon, Il il n'est ne pas sera pas candidat. Merci beaucoup. Merci à Maître Aprévon à travers vos côtés. Merci à la technique dirigée de Maître cet après-midi par Christ Commis. Et Tony Marcel va vous retrouver mercredi prochain. Je ne suis que son porte-parole. Moi, je m'appelle Félix Animaux de sa vie. Au revoir. Rediffusion 22h. Bonne suite des programmes sur la RTDS. Mixtape Messiah. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah. Mixtape Messiah. Mixtape Messiah.